Alors, pour démarrer le projet en utilisant le TDD, il faut tout de suite remarquer une chose, c'est que nous allons avoir besoin, vraisemblablement, de faire du refactoring assez rapidement lorsque nous allons coder. Donc, nous allons évoquer le besoin de refactorisation lorsque l'on utilise du TDD, les objectifs de cette refactorisation, qu'est-ce que nous cherchons à faire avec cette refactorisation. Et puis nous ferons quand même une remarque sur le fait que le design obtenu sera vraisemblablement plus complexe, utilisant par exemple de la généralisation, c'est-à-dire peut-être que vous appelez ça de l'héritage, qui est un type de relation assez complexe à expliquer et à comprendre. Le besoin de refactorisation, eh bien, c'est tout simple, si j'ose dire. Vous avez un code extrêmement simple lorsque vous avez travaillé par TDD, un code limite simpliste en fait, qui va impliquer des redondances. C'est-à-dire que vous n'avez pas essayé de limiter les redondances, donc vous aurez vraisemblablement du code identique à gauche et à droite. Donc bien entendu, il faudra penser à le simplifier, à le nettoyer. Par ailleurs, vous ne généralisez pas. Lorsque vous faites du TDD, vous ne cherchez pas à créer des abstractions qui seraient par exemple des classes mères ou des interfaces. Ça viendra dans un deuxième temps. Ce deuxième temps, c'est justement ce qu'on appellera la refactorisation. Donc typiquement, les objectifs de la refactorisation seront d'apporter des généralisations, donc faire apparaître des classes mères, mettre du code en commun, donc faire apparaître des interfaces pour mettre en commun des appels de méthode. Nous allons donc ainsi éviter les doublons, puisqu'évidemment tout ce qui est attributs qui seraient écrits à gauche et à droite vont remonter sur la classe mère, et nous allons aussi préserver l'évolutivité du système, évidemment en particulier en utilisant de la généralisation. Nous pourrons créer plus tard des classes filles qui seraient des classes filles autres que celles que j'ai créées au départ. Et donc, bien entendu, nous allons pouvoir faire évoluer en rajoutant des classes filles, tout simplement. C'est le principe OCP, Open Close Principle, qui sera mis en œuvre. Un design plus complexe, eh bien, effectivement, la conception que vous allez obtenir après refactorisation est vraisemblablement plus complexe, qui va peut-être impliquer des difficultés de lecture, puisque vous allez mettre en œuvre des modèles, peut-être même carrément des patterns. Je rappelle que cette notion de pattern, ce sont des modèles qui répondent de façon efficace à des problématiques que l'on rencontre régulièrement, mais la mise en œuvre du pattern, forcément, suppose que, eh bien, on s'éloigne un petit peu du discours initial qui était le plus simple. Donc, typiquement, ce qu'on va essayer de faire, ce sont des petites étapes dans l'effort de refactoring. On modifie petit à petit le code, et puis bien entendu ça doit rester testable, et alors justement par rapport à ces tests, il y a cette notion de test boîte noire ou boîte blanche. Le test boîte noire se fait donc évidemment comme si vous ne saviez pas comment c'est codé à l'intérieur, et vous ne codez que les appels de fonctions, les comportements apparents des objets. Si vous faites un test boîte blanche, eh bien vous allez tester les objets en connaissant l'implémentation interne. Bien entendu, dans ce cas, vous êtes censé avoir des modifications, des variations dans l'évolution du test alors que vous faites évoluer votre code. Donc nous allons partir d'un modèle comme celui-ci. Je l'ai réalisé avec un Topos Architect, c'est un outil tout à fait classique. Donc en l'occurrence, ce qu'il faut lire ici, c'est que je vais créer la classe utilisateur. Je vais ensuite créer donc des courses, à savoir qu'un utilisateur peut faire plusieurs courses. Une course, qu'est-ce que c'est? C'est un ensemble de trames, en fait, des chaînes de caractères. Un nom, qui est donc une chaîne de caractères, et une date que j'ai représentée ici par localDate, donc une classe bien connue du monde Java. De l'autre côté, nous avons la possibilité de donner à l'utilisateur une seule position, à savoir que dans ce cas-là, cette position, eh bien, c'est tout simplement une latitude et une longitude, donc c'est un point que vous pouvez donc identifier comme étant la position de l'utilisateur. Je vais donc maintenant lancer Android Studio, je vais démarrer un projet tout bête. Alors c'est ce que j'ai fait ici, comme vous le reconnaissez ici, je suis sur un projet dans lequel vous avez juste une activité, donc je vais laisser tomber cette partie activité pour me concentrer
sur les objets métiers, les objets du domaine. Donc je vais venir ici dans mon package et venir créer un package supplémentaire que je vais appeler domaine pour représenter ces objets qui sont les objets que je vais manipuler dans mon application. Ces objets du domaine, on a dit que c'était typiquement un utilisateur, donc là pas de problème. Je vais venir créer ma classe utilisateur. Cette classe utilisateur, bien entendu tout de suite, je vais l'associer à des tests. En fait, j'aurais dû vraisemblablement commencer par le test. Donc ici, ce que je peux faire, c'est lui faire générer directement la classe de test. Donc vous avez vu comment j'ai fait, hein, j'ai cliqué sur utilisateur, generate test. Vous avez donc là la possibilité de choisir la bibliothèque dont vous avez besoin. Je rappelle que si la bibliothèque n'est pas encore placée dans le module, vous devez cliquer sur Fix et automatiquement Android Studio va me rajouter dans mon projet la bibliothèque qui va bien. La classe de test normalement s'appelle utilisateur test et donc la super classe pas du tout. Après, générer les setups et les teardown, je n'ai pas grand chose à faire pour l'instant. Bien entendu, destination package, ok, c'est le domaine bien sûr, mais comme il s'agit d'un test, je vais le retrouver dans test ici, test unitaire non instrumenté. Je clique sur OK. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit de choisir un répertoire. Eh bien, je vais le mettre dans test, ça me va très très bien. Voilà. Et il me crée donc la classe utilisateur test, dans laquelle maintenant je vais venir écrire mes tests. Alors, un utilisateur, on a dit essentiellement, c'était, donc je vais venir ici écrire mes tests, Alt Entrée pour importer le test. Donc ici, je vais créer ma fonction de test pour mon utilisateur. Typiquement, un utilisateur, ça va déjà se créer en lui donnant un constructeur. Alors vous savez que vous avez la possibilité de donner des phrases, faire des phrases en fait pour les noms de fonctions dans le cas des tests. Et je vais donc venir ici, test setter. Qu'est-ce que je compte faire? Je vais créer un utilisateur en lui demandant de disposer d'un constructeur avec un nom. Ce nom préalablement bien entendu sera déclaré comme une variable. Donc peu importe le nom de l'utilisateur, je manque toujours beaucoup d'imagination, donc user plutôt que user, et je vais vérifier assert equals que le nom de l'utilisateur, donc alt entrée pour aller venir chercher assert equals, JUnit framework test case, alors il faudra que je fasse attention que j'utilise bien toujours les bonnes versions des bibliothèques. Apparemment j'ai plusieurs bibliothèques d'utiliser ici. Assert equals, donc bien sûr le nom, virgule, user.nom. Donc ça me permettra d'accéder à la propriété nom.